Bonjour Evelyne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour ces troisièmes assises du collectif 50-50 sur la formation employeur dispensée au CNC. Dans la droite ligne de la responsabilité employeur qu'on vient de décrire, le CNC a modifié le règlement général des aides. Quelles ont été les modifications apportées ? Alors, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, l'a rappelé hier dans son intervention. Son prédécesseur, Franck Riester, avait annoncé il y a tout juste un an que le versement de toutes les aides du CNC serait conditionné au respect, par les entreprises qui demandent ces aides, d'obligations précises en matière de prévention et de détection des risques liés au harcèlement sexuel. Alors, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles qui ont été énoncées par les deux personnes qui ont parlé juste après moi. Et je joue sur du velours. Pardon, bien sûr. L'idée, c'est de rappeler ce que dit le Code du travail, de rappeler aussi que l'employeur a une responsabilité de prévention, puisque une fois que les faits sont avérés, c'est un peu tard. Et l'objectif de cette formation, ça a été de dire quelles sont les règles. Et l'idée, encore une fois, c'est de partir du principe que les professionnels auxquels on parle, on a affaire à des employeurs qui, la plupart du temps, sont de petites structures. On parle ici des producteurs, des distributeurs, des vendeurs internationaux. Ils n'ont pas toujours une bonne connaissance de leurs obligations. Et on est plutôt persuadé avec le collectif qu'il y a une vraie volonté de bien faire, mais il y a plutôt une ignorance des sujets qui les concernent. Et afin de mettre en place une bonne connaissance de ces obligations, le CNC a décidé de mettre en place une formation. Et c'est vraiment dans cette volonté-là que le CNC s'est positionné. Donc l'idée, encore une fois, c'est de rappeler la loi, de rappeler le Code du travail et de rappeler aussi un certain nombre de définitions dont on vient de parler. Alors, la formation, elle fonctionne sur 3 grands piliers. Sandrine, vous pouvez nous expliquer ces piliers à celles et ceux qui nous regardent ? Regardez, la caméra juste là. Oui. Ouais. Alors, il s'agit, dans un premier temps, de savoir définir les violences sexistes et sexuelles. Alors, ça a été abordé par les deux personnes qui ont parlé juste avant, donc je ne vais pas y revenir, mais en gros, de quoi on parle ? C'est important parce qu'on l'a beaucoup vu à l'issue des 2 premières formations qui ont eu lieu au CNC. Beaucoup ne savent pas de quoi on parle. Donc, on remet les définitions au centre des débats et de la formation. Ensuite, c'est connaître les modes de preuve. Comment, aujourd'hui, est-ce qu'une victime peut prouver un agissement, harcèlement sexiste ou sexuel ? La loi a beaucoup changé ces dernières années. Là aussi, les 2 intervenants avocats en ont parlé. C'est important que l'employeur ait connaissance des derniers mouvements parce que ça change évidemment la donne pour lui comme pour la victime naturellement. Et enfin, c'est connaître et rappeler les obligations des employeurs. Ce sont des obligations de prévention, mais il faut aussi parler des risques. Là encore, les 2 intervenants avant moi l'ont fait. Il y a des risques pénaux, il y a aussi des risques prud'homaux, et ils sont de plus en plus fréquents. Donc là, on parle d'argent. Et encore une fois, l'idée de cette formation, qui est extrêmement interactive, qui fonctionne comme vous l'avez fait d'ailleurs, sur la base de questions-réponses, et de mettre en avant les questions que doivent se poser les employeurs pour mettre en place une vraie politique de prévention sur ces questions. Alors, on a fait appel dans le cadre d'un marché public, puisqu'on est un établissement public sous le contrôle du ministère de la Culture. L'idée est donc de passer par un marché. On a sélectionné au terme de ce marché une structure qui s'appelle l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes. Sa déléguée générale, Marilyn Baldec, nous accompagne avec son équipe pour mettre en place ces formations. Elles ont lieu au CNC en présentiel. On y tient beaucoup parce que on voit bien qu'on capte l'attention dans une formation interactive quand les gens sont là. Ça marche aussi, vous le démontrez en ce moment devant un écran, mais on est bien mieux ensemble.
Elles ont été interrompues pendant le mois de novembre. Elles vont reprendre en décembre avec une politique sanitaire encore renforcée. Derrière ces formations, on a un module de e-learning qui va compléter la formation, apporter des éléments nouveaux et qui permettront d'obtenir une validation des acquis. Et ce sont ces éléments qui vont, entre autres, déterminer la capacité à obtenir à partir du 1er janvier 2021 les aides du CNC. J'ai une question qui est arrivée pour vous, qui sera notre conclusion pour notre intervention. Est-ce que cette formation du CNC est disponible à d'autres personnes qu'aux employeurs? Alors non, le CNC a choisi de commencer par les employeurs. Là encore, l'avocat qui m'a précédé l'a rappelé. C'est l'employeur qui supporte le risque pénal et le risque prud'homal. C'est aussi l'employeur avec lequel le CNC est en relation. Donc c'est important pour nous de former les employeurs. Ce sont eux à qui le CNC s'adresse. Bien entendu, ça ne suffit pas. Le CNC en est conscient et on espère que, par ailleurs, les employeurs vont pousser pour que les salariés soient formés. Je pense notamment à la formation continue qui peut évidemment jouer un rôle important sur ces questions. Merci beaucoup Evelyne pour toutes ces précisions et d'avoir été avec nous ce matin. Je vois Sandrine Brouwer qui est dans la salle. Sandrine, moi j'aurais aimé vous faire réagir sur la responsabilité de toutes et tous. Vous pouvez le faire au micro là, hein, ici, vous pouvez vous approcher et le faire depuis la salle. Sandrine alors. Pardon Sandrine, on ne s'entendait pas. Sur la responsabilité de toutes et tous. Mais est-ce qu'on a des questions déjà sur la question des... Je pense qu'il n'y a pas de questions, sinon on me les aurait apportées. D'accord, très bien. Alors, en fait, on avait envie, avec le collectif, de prendre acte de ces formations que le CNC a lancées, qui sont absolument fondatrices et essentielles, et de rebondir. Et on voulait parler, en effet, de la formation de tous. Rappeler le droit du travail aux employeurs est nécessaire, et donc c'est la mesure qu'a mise en place le CNC, et on les en remercie, on les en félicite. Et une fois les employeurs rappelés dans leurs obligations, si l'employeur est le seul à faire la différence entre une drague et un fait de harcèlement, s'il est le seul à faire la différence entre humour et une blague sexiste, on voit vite qu'il ne pourra jamais, seul sur son plateau, sensibiliser les réalisateurs, réalisatrices, techniciens, techniciennes, comédiens, comédiennes. Ce serait une espèce de situation un peu étrange d'un paternalisme d'un autre âge, d'avoir un patron, d'avoir un employeur qui descendrait sur le plateau et dire « Attention, vous êtes trop près, attention, vous avez posé la main sur une épaule, attention, vous parlez trop souvent, vous souriez avec trop d'insistance à votre collaborateur ou collaboratrice ». Donc une fois que l'employeur est au fait de ses obligations, des risques qu'il encourt, pour ne pas s'en remettre à son seul discernement, d'autant qu'il ne sera jamais derrière chaque technicien, technicienne, comédien, comédienne de toute façon, on le voit, après cette responsabilité employeur, c'est la responsabilité de chacun qu'il faut rappeler. On a entendu les définitions légales, on a entendu ce qui permet de détecter, de définir ces délits, ces crimes, et c'est justement de connaître ce droit et ne pas s'en remettre à des contours flous qui est important. D'abord parce que c'est du droit pénal, et que du coup chacun peut en répondre devant la loi, et qu'indépendamment du droit du travail, nul ne peut s'exonérer de cette législation. Et comme Victor Hugo le dit, parions que la liberté commence là où finit l'ignorance. Donc, j'avais envie de rebondir sur les paroles de Rebecca Zlotowski l'année dernière quand nous avons lancé l'appel aux États généraux qui ont eu lieu en mars à la FEMIS. À ceux qui pensent qu'on ne pourra plus se séduire sur un plateau, on dit faux. On pourra en réalité mieux s'aimer. Mais s'aimer réellement, avoir une sexualité joyeuse, consentie, égalitaire, pas contrainte, pas contrariée par le rapport de force. À ceux qui pensent que c'est un climat de puritanisme, on dit faux. La drague n'en sera que meilleure. Nous militons donc avec le collectif 50-50 pour aider à cette liberté, pour permettre à chacun d'agir librement, justement parce qu'il connaîtra précisément le droit et donc la différence entre drague et harcèlement, par exemple. Donner les outils de la liberté à chacun, ce sera réinsuffler un sentiment de sécurité et d'apaisement. Comme vous le savez, avec le collectif, ce que nous aimons, ce sont les solutions concrètes. Et de la même manière que le CNC a lancé les formations avec la VFT pour les producteurs, nous avons rencontré un acteur central pour l'ingénierie de ces modules de sensibilisation avec l'AFDAS. Merci beaucoup Sandrine, justement, puisque vous parliez de l'AFDAS.
nous allons pouvoir regarder cette intervention de Thierry Teboul, le directeur général de l'AFDAS. Ça a été filmé et diffusé pendant les assises. Regardez. Thierry Teboul, vous êtes directeur général de l'AFDAS. Peut-être avant tout, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est l'AFDAS ? L'AFDAS, c'est un opérateur de compétences agréé par l'État et qui couvre le champ de la culture, des médias, des loisirs, du divertissement, du sport et des télécommunications. Et sa première mission, c'est un service de proximité auprès des entreprises adhérentes et des populations ayant droit. Alors, les populations ayant droit, ce sont chez nous les intermittents du spectacle et les artistes-auteurs. Combien de professionnels sont visés par les formations que vous répertoriez ? Alors si on prend les salariés permanents, on n'a pas loin de 300 000 salariés permanents dans les entreprises du monde de la culture qui sont concernés par cette problématique. Et puis il y a tous les intervenants extérieurs, type intermittents du spectacle, qui sont à peu près 120 000 ayant droit, et tout le champ des artistes-auteurs qui, eux, recouvrent à peu près 240 000 personnes. Parmi les recommandations du collectif 50-50 pour lutter contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes et sexuelles, il y a la mise en place de sensibilisation pour tous les professionnels du secteur. Que pensez-vous de cette proposition ? Il me semble que c'est une proposition essentielle parce que si on veut travailler à la fois sur le fond et dans la durée, il faut absolument qu'on puisse travailler sur le caractère formation de la démarche. Penser que par décret on puisse changer la société, on sait bien que ce n'est pas possible, et donc c'est bien par un travail d'éducation et de formation que passe le changement des pratiques, mais surtout qu'on change durablement les pratiques et que ça ne soit pas seulement par à-coup au gré de tel ou tel événement ou de tel ou tel scandale. Le vrai sujet, me semble-t-il, de la formation, c'est de pouvoir transformer ces pratiques et de les rendre opérationnelles, pas seulement dans l'intention, mais dans le geste métier. Donc vous diriez que la formation est un accélérateur de changement durable ? Oui, la formation est un accélérateur parce qu'il se passe plusieurs choses dans la formation. Il y a du transfert de contenu, mais il y a aussi collectivement une prise de conscience et un travail réflexif sur ses propres pratiques. Et il me semble que ce passage est obligatoire aujourd'hui pour que chacun, à son niveau, sur chacune des strates des métiers qui interviennent, par exemple sur un tournage, tout le monde soit concerné. Et être concerné, c'est forcément passer par un travail réflexif sur ses pratiques et voir comment on doit les changer. Et comment l'AFDAS, concrètement, pourrait aider la réussite d'un tel objectif ? Alors nous, on a deux grands axes sur ce chantier. Un premier axe qui serait d'améliorer les contenus. Il y a déjà un socle très intéressant sur le sujet. Il reste sans doute à l'adapter à chacun des métiers et à chacune des strates des métiers qui interviennent dans le champ culturel. Et puis, il y a un volet communication, c'est-à-dire que si l'on veut aujourd'hui que ces programmes soient diffusés au plus grand nombre, alors il faut imaginer que l'AFDAS soit un vecteur de promotion de ces formations auprès des 63 000 entreprises qui composent l'AFDAS, auprès des 120 000 ayants droit intermittents qui relèvent de l'AFDAS et auprès des 240 000 artistes-auteurs qui interviennent également dans ce périmètre. Et ça, c'est une force de frappe peut-être incomparable et ça permettrait au moins de susciter la demande et ne pas se contenter juste d'une offre de formation disponible quelque part. Et d'un point de vue pratique, comment on pourrait créer ces formations spécifiques sur les violences sexuelles et sexistes, sur la sensibilisation à ces questions-là ? Comment ça pourrait rentrer dans un écosystème plus général ? Je crois qu'il faut qu'on admette l'idée que le socle qui est là, il est assez pour l'instant atomisé. Donc il faudrait arriver à faire une vraie cartographie de l'offre en la matière. Donc ça, c'est sur l'aspect contenu. Il faudrait l'adapter à chacune des populations. Ça, c'est un deuxième sujet qui me semble important. Et puis il y a un troisième sujet qui concerne les formats. C'est-à-dire que se rendre en formation, c'est un acte fort. Donc il faut qu'on puisse symboliquement
rendre ce contenu de formation accessible sous plusieurs formats pour que chacun puisse y accéder d'où qu'il soit et quelle que soit sa mission et sa fonction. Aujourd'hui, il y a des engagements de développement de l'emploi et des compétences qui est mis en place par l'État. Est-ce que vous pensez que ces questions-là peuvent rentrer dans le système d'un EDEC ? Alors je pense que ça serait un symbole formidable. C'est-à-dire que si on était capable aujourd'hui de dire que savoir maîtriser ses risques, ça fait partie du socle de compétences de toutes les personnes qui interviennent dans ces champs, je pense qu'on ferait un pas énorme parce que symboliquement, on affirmerait haut et fort que aujourd'hui, savoir maîtriser une technique, ça doit s'assortir de compétences, pardonnez-moi l'expression, managériales en la matière. Et ça ne s'est encore jamais fait, c'est-à-dire qu'on a des programmes comme ça d'ingénierie, de communication autour des compétences qui portent sur des sujets un peu standards, un peu, vous savez comment on appelle ça en management, les espèces de soft skills. Eh bien, considérons aujourd'hui ensemble que ce volet de compétences-là, c'est une soft skills à part entière. Merci beaucoup Thierry, ça nous permet de saluer les équipes de l'AFDAS qui nous regardent sûrement ce matin pour ces troisièmes assises du collectif 50-50.